nous allons voir un sujet un petit peu moins doux, puisqu'il s'agit du livre « Penser la violence dans l'art occidental ». C'est un ouvrage de 140 pages, publié en décembre 2023 par les éditions de l'Aube. Cette maison d'édition provinciale, fondée en 1987 par le sociologue Jean Viard, a déjà publié des œuvres de philosophes, Pierre Bourdieu, Edgar Morin, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy et Claire Marin. Et en l'an 2000, a publié le prix Nobel de littérature Gao. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration entre un professeur de philosophie, Éric Combast, et d'une docteure en histoire de l'art, Elinor Miara-Khelif. Ce livre parle de la violence, notion qui s'invite tragiquement dans le fil de nos existences, faite de conflits, d'émeutes, de discriminations et de rapports de force. 27 œuvres d'art sont livrées au regard croisé d'une historienne de l'art et d'un philosophe. Par ses commentaires, l'œuvre d'art devient une porte d'entrée à la réflexion. L'œuvre d'art capte l'attention, donne à sentir, à ressentir ce qui est à penser. Mais avant d'entrer dans le commentaire des œuvres d'art, il conviendrait bien de définir le terme de violence. En effet, le mot violence se laisse imprudemment employer dans l'usage courant sans réel discernement. Pouvoir, puissance, force, autorité, violence ne sont que des mots indicateurs des moyens que l'homme utilise afin de dominer l'homme, selon les propos de Hannah Arendt. L'étymologie de la violence est construite à partir du latin vis, la force. Or, si la violence a bien partie liée avec la force, on ne doit pas confondre force et violence. Car vis en latin traduit dynamis en grec, c'est-à-dire une énergie positive, la vigueur, la vitalité. La force est une énergie féconde, il n'en va pas de même pour la violence. Certes, si la force est bien la possibilité de la violence, les deux, force et violence, ne sont pas assimilables. La violence est une force qui va contre la nature, selon Aristote. Jean-Paul Sartre, en 1983, dans Cahiers pour la morale, définit la situation. Il y a force lorsque l'action est conforme à la légalité et violence lorsque l'action est extérieure à cette légalité. La violence est un moyen parmi d'autres d'atteindre la fin, mais le choix délibéré d'atteindre la fin par n'importe quel moyen. C'est pourquoi la maxime de la violence est la fin justifie les moyens. Il n'y a pas de violence sans une volonté de vaincre. La violence se distingue de l'agressivité. L'agressivité paraît être une constance de l'animal. Elle s'inscrit dans la lutte pour la survie, la concurrence vitale. L'agressivité chez l'homme est une affirmation du soi, l'expression d'une volonté de puissance. Enfin, du point de vue sémantique, il faut distinguer la violence et la cruauté. La cruauté au sens propre dit le goût du sang répandu. La cruauté se définit comme une violence sans limite, sans finalité autre que le plaisir du spectacle du sang qui se laisse contempler. Montaigne définit la cruauté comme l'extrême de tous les vices, s'attaquant à l'intime
et à la dignité. Alors l'art s'est toujours intéressé à retranscrire les événements violents à l'image de l'histoire de l'humanité, de la Genèse, histoire d'Abel et Caïn, de l'Antiquité, des épisodes de la Passion du Christ, des scènes de guerre ou de chasse. Les auteurs, ayant défini la violence, ont choisi 27 œuvres d'art pour illustrer ce propos en suivant 4 chapitres. La violence et le sacré, l'artiste témoin et chroniqueur de guerre, la violence perpétrée et l'érotisation de la violence. Nous allons présenter seulement une dizaine d'œuvres illustrant ces 4 chapitres de la violence dans l'art, reconnaissant votre entière liberté d'appréciation personnelle des images, mais en vous proposant quelques indications sur l'artiste, les circonstances de la réalisation des tableaux et du message voulu par l'auteur. Premier chapitre, la violence et le sacré. René Girard, dans son traité La violence et le sacré, insiste sur le fait que le sacrifice, dans toutes les religions, est l'exutoire nécessaire par lequel la violence s'exprime. Le bouc, tiré au sort et chargé des péchés du peuple hébreu, est abandonné en solitaire dans le désert, comme en témoigne l'Ancien Testament. Le sacrifice infligé à Jésus s'inscrit dans le cadre du sacrifice de l'innocent, dont les souffrances et la mort rachètent la faute des hommes. Matthias Grunewald, Fonderie des Antonins d'Isenheim, un retable qui, fermé, montre une crucifixion encadrée par Saint Sébastien à gauche et Saint Antoine à droite, et une près d'elle avec une Marie-Madeleine au visage déformé par la douleur. Le corps convulsé du Christ, avec les traces des stigmates bien visibles, les traces de la flagellation, avec le buisson d'épines plantées dans sa chair, avec les pieds tordus par le clou. Saint Jean-Baptiste, pourtant décédé antérieurement au Christ, est à gauche de la croix, avec à ses pieds un agneau dont le sang est recueilli dans un calice servant à laver le péché originel. Le supplice de cet innocent fait de la violence le moyen nécessaire pour la cohésion de la communauté chrétienne, comparable au sacrifice de Rémus au moment de la fondation de Rome. Deuxième exemple relatant les rapports de la violence au sacré. Le jugement de Cambyse, 1498. Le jugement de Cambyse est un diptyque peint par le peintre flamand Gérard David. Ce tableau a été commandé pour décorer la salle des échevins de l'hôtel de ville de Bruges pour encourager l'honnêteté des magistrats. Sur le tableau de gauche, vous voyez l'arrestation du juge par Cambyse, et sur le tableau de droite, qui va plus nous intéresser, on voit l'exécution du juge pervers. Cambyse fut un roi de Perse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Hérodote en rapporte la légende. Ayant rendu pour de l'argent une sentence injuste, le magistrat Sisasnèse avait été, sur ordre de Cambyse, égorgé, écorché de la tête aux pieds. Avec la peau arrachée de son corps, Cambyse le roi avait fait tailler des bandelettes qu'on avait tendues sur le siège du futur juge, qui n'était que le fils du précédent. Le futur juge, fils de Sisalnène, devait donc se rendre à la justice, assis sur la peau de son père, et vous voyez le fils assis sur ce futur trône. Comment la justice peut-elle être aussi violente
C'est bien ce que condamnera en 1516 Thomas More dans Utopie, décrivant la potence comme la pire des injustices infligées à l'homme par lui-même. Mais certains philosophes se montrent plus modérés. Cette violence a des défenseurs, comme en 1887 Nietzsche, dans Généalogie de la morale, en énonçant, grâce à de pareils spectacles, de pareils drames, on arrive enfin à fixer dans la mémoire des gens 5 ou 6 « je ne veux pas », afin de jouir des avantages de la société, et vraiment, à l'aide de ce genre de mémoire, on arrive enfin à la raison. Dernier exemple, plus abstrait, le tableau de Rembrandt, exécuté en 1657, Le bœuf écorché, qui restera jusqu'à la mort du peintre dans son atelier. Il s'agit d'une nature morte inquiétante, un animal écorché, sans sabots, sans sa tête, écartelé sur une potence de boucher, avec à l'arrière-plan, à gauche, regardez bien, la silhouette d'une servante qui regarde la carcasse, mais aussi le spectateur. Cette présence énigmatique rappelle que la violence disparaît quand disparaît le regard pour l'évaluer, ou la conscience pour la juger. Devant cette œuvre d'une brutale simplicité, nous sommes pris entre fascination et dégoût. Ce bœuf n'est qu'une carcasse, cette carcasse n'est plus qu'un amas de chair, et cette chair, enfin, est réduite à n'être qu'impure matière. Inscrits dans un espace totalement clos, nous sommes contraints à regarder cette carcasse. La question reste ouverte de savoir si cette image renvoie à la vie ou à la mort. Ce tableau, gardé dans l'atelier du peintre, a inspiré par la suite Soutine, Fautrier et Bacon. Deuxième chapitre, l'artiste témoin et chroniqueur de la guerre. Le 26 avril 1937, l'aviation nazie cible Guernica, l'ancienne capitale russe. La ville est détruite, 1500 civils sont tués et 2000 personnes sont blessées. Le gouvernement républicain espagnol passe commande à Picasso d'un tableau commémorant ce crime de guerre. La toile est gigantesque, de 3,50 m de hauteur et de 7,50 m de longueur, et sera présentée en 1937 à l'exposition universelle de Paris par la République espagnole. Que voit-on? Des corps déformés et morcelés, des bouches et des gueules ouvertes, un cheval au centre transpercé par une lance, avec une ampoule au-dessus du cheval, témoignant de la réalisation de l'œuvre en atelier. La scène est en noir et blanc, avec un camailleux de gris. Il s'agit pour Picasso de faire sensation et de frapper les consciences. La peinture n'est pas faite pour décorer des appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif. Deuxième exemple, concernant cette fois-ci la Première Guerre mondiale. Félix Vallotton, chargé de mission de peintre aux armées, ne croit plus au croquis des choses vues. Il rapporte du front une impression d'apocalypse qu'il va rendre en 1917 dans son tableau Verdun qui se trouve au musée des armées à Paris. Mais le titre complet du tableau, écrit par Vallotton, est Verdun, tableau de guerre interprété, projection colorée, noir, bleu et rouge, terrain dévasté, nuée de gaz. Aucun personnage ne figure sur le tableau. Vallotton montre des formes géométriques brutes qui entrent en collision, des triangles de lumière rayés par des lignes de pluie obliques. Cette violence s'y révèle
non comme un moyen parmi d'autres d'atteindre la fin, mais comme l'explique Jean-Paul Sartre, le choix délibéré d'atteindre la fin par n'importe quel moyen. La violence démesurée de la guerre moderne efface l'homme. Elle exprime pourtant une volonté, une décision humaine trop humaine. L'homme porte en lui cette puissance de négation de lui-même, d'après Nietzsche. Naguère dans les guerres, il s'agissait de montrer sa bravoure, sa valeur individuelle au combat. C'était le temps des héros auxquels a succédé les chevaliers. À présent, c'est l'anéantissement de l'ennemi que vise la violence guerrière ou terroriste. Troisième exemple, Otto Dix, qui a vécu la Première Guerre mondiale, a réalisé en 1920 cette huile et collage sur toile intitulé « Les joueurs de squat » ou « Invalides de guerre jouant aux cartes ». Il s'agit d'une scène familière de jeu de cartes dans un café, mais les personnages sont singuliers. Le personnage de gauche a le visage brûlé et il tient les cartes par le seul pied qui lui reste. Sa main gauche est une prothèse, sa main droite est amputée. Le joueur de droite est un cul-de-jatte. Sa mâchoire inférieure est une prothèse faite d'un fragment de paquet de cigarettes. Ses mains sont artificielles, mais il porte fièrement une croix germanique. Le troisième personnage au centre n'a pas de peau sur le crâne. Il a 2 moignons de jambes et il tient ses cartes dans sa bouche. Ces êtres, à l'image de l'Allemagne vaincue, sont coupés des autres hommes par un éventail de journaux au second plan. Les joueurs sont éclairés par une lampe en haut et à gauche, dans laquelle, à la place des filaments, on distingue une tête de mort. L'irréparable a été commis, le mal est fait, les jeux sont faits. Les cartes qu'ils tiennent en main sont truquées. On repère 2 rois de cœur sur le genou et le pied du joueur de gauche. Otto Dix dira « Je crois que personne d'autre n'a vu comme moi la réalité de cette guerre, les déchirements, les blessures, la douleur. » Dernier exemple sur la guerre, Francisco Goya. Goya a réalisé 92 eaux-fortes entre 1810 et 1820 pour documenter la guerre d'indépendance des Espagnols face aux Français. Il reporte fidèlement les violences de la guerre, viols et pillages, et les conséquences de la guerre sur la population, la famine notamment. Il donne à voir la population meurtrie, agonisante, par la technique de l'eau forte. Troisième chapitre, la violence perpétuée. Gustave Courbet a peint en 1867 l'Hallali du Cerf, qui se trouve au musée de Besançon. Il s'agit d'un tableau gigantesque de 3,50 m de haut et 5 mètres de long. La scène représente un cerf attaqué par une meute de chiens. Le cerf s'écroule sur un sol enneigé. 2 personnages figurent à droite, le piqueur et un homme à cheval, peut-être des habitants d'Ornans ou Courbet chassé. Mais certaines critiques ont vu dans ce tableau une métaphore du pouvoir châtiant l'insolence de l'artiste. Courbet serait représenté en cerf agonisant et le piqueur, maniant le fouet, aurait les traits de Napoléon III. Au-delà de l'agonie du cerf, la démesure de la toile contribue à impressionner le spectateur. 4e chapitre, l'érotisation de la violence. Faire violence à quelqu'un, c'est imposer une volonté à une autre volonté.
c'est passer outre le consentement. On aborde ainsi un sujet délicat, violence du désir ou violence des passions. Jean-Honoré Fragonard aborde ce sujet dans Le Verrou, avec la scène de l'étreinte amoureuse. L'espace est fermé, le verrou empêche de s'échapper, la femme est-elle émue ou bien se refuse-t-elle à l'homme? Pourquoi les draps du lit sont-ils froissés? Un bouquet de fleurs traîne sur le sol, ainsi qu'une pomme, mais non croquée, et la cruche n'est pas brisée sur le tableau. Fragonard représente la force du désir et non sa violence. Rien n'est brisé, c'est le moment d'avant. Contrairement au tableau de Greuze, la cruche brisée, où nul doute n'y est laissé. C'est le moment d'après, car le bustier est défait, le regard est perdu, les roses sont défraîchies, et surtout la cruche est cassée, suggérant sans équivoque les fractions silencieuses de la virginité perdue. La mort de Sardanapale, peinte en 1827 par Eugène Delacroix, traduit un holocauste. Tout doit disparaître, tout est consommé et tout doit être consumé. Sardanapale, roi de Ninive, vaincu par ses ennemis et se sachant perdu, fait dresser un bûcher au sommet duquel il s'installe, ordonnant d'y précipiter ses femmes, ses esclaves, ses chevaux et tous ses trésors. C'est Mira, la favorite du souverain, au premier plan, qu'une esclave s'apprête à tuer. Accusé d'avoir peint avec un balai ivre Delacroix essuiera les pires critiques en 1827. Mais paradoxalement, à l'époque, une partie de la critique perçut l'œuvre de manière différente. La réception qui aurait dû être l'horreur devant la violence du drame fut reçue comme une sorte de jouissance devant la débauche des corps. Cette perception paradoxale de l'œuvre fut confirmée en 1921 lorsque le tableau entra au Louvre. Les femmes de Sardanapale furent comparées à celles de Rubens, Tintoret et Titien. De toute évidence, la sensibilité de l'œuvre a pris le dessus sur l'horreur du massacre orchestré par le tyran. La relation qu'entretient l'art à la violence est complexe. Les œuvres d'art sont des représentations de la violence des hommes que l'artiste capture. Faire sensation pour que l'on n'oublie pas, pour que l'on sache. L'artiste contemporain trouve volontiers dans l'installation un mode d'expression efficace pour condamner la violence de l'histoire. Christian Boltanski, en 2010, investit la nef du Grand Palais à Paris pour personne, pour évoquer la disparition glaçante des humains dans les camps d'extermination nazis. Que voit-on? Dans un lieu glacial, spécialement réfrigéré, accompagné d'une sonorisation lancinante de bruits de cœur humain, on découvre, sur un des côtés de la nef, une succession de casiers métalliques rouillés, formant un véritable mur. Au centre de la nef, une grue manipule en permanence une montagne de vêtements. Il s'agit d'un théâtre de la violence et de la cruauté qui interpelle le spectateur. En conclusion, à la lecture de cet ouvrage, on peut retenir deux notions. Une définition de la violence. La violence est une force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique pour mettre en cause, dans un but de domination ou de destruction, l'humanité de l'individu.
Deuxièmement, pour représenter la violence dans une œuvre d'art, la contemplation, puis l'analyse d'une image, d'un tableau, donne avantageusement accès à une démonstration. Le tableau fait d'abord ressentir ce qu'il conviendra peut-être ensuite de penser. Répercussion de la vision des images de violence ou de spectacles de violence auxquels nous confronte l'art. Loin d'inciter à l'imitation, ces images suspendent tout passage à l'acte chez le spectateur, le plongeant de tous ses affects négatifs par la voie de la catharsis aristotélicienne. Je terminerai l'analyse de ce livre, que je trouve très classique et pondéré, par une réflexion toute personnelle ayant trait à l'art contemporain utilisant la photographie et la vidéo. Certains artistes contemporains usent et abusent de la représentation de la violence dans leurs œuvres. Le recours à la violence en art se traduit même jusqu'à de la cruauté sur le corps même de l'artiste. Je prendrai deux exemples de plasticiens, nés tous les deux en 1947, représentant deux mouvements différents, l'art charnel et le body art. L'art charnel. Muriel Post, dite Orlan, est née à Saint-Étienne et utilise son corps pour dénoncer l'absurdité des normes de beauté imposées aux femmes. Elle prétend ne pas désirer la douleur comme source de purification. De 1991 à 1993, elle subit, sous anesthésie locale, 9 interventions chirurgicales qui sont filmées. Les opérations consistent à reconstituer sur son propre corps et son visage des morceaux de visage de différentes œuvres d'art classique, comme le front de Mona Lisa ou le menton de la Vénus de Botticelli. L'artiste, par cette performance, interroge la société sur les pressions politiques, religieuses et sociales imposées au corps de la femme. Pour l'artiste, le résultat esthétique ne compte pas. C'est uniquement l'opération performance qui est la source d'un lieu de débat. L'art corporel ou body art. L'art corporel place le langage du corps au centre du travail artistique. Une partie des artistes de l'art corporel explore par des pratiques violentes, parfois même sadomasochistes. Un exemple est donné par le chypriote Stélio Arcadiou, né en 1947, devenu par la suite australien sous le nom d'artiste Stellac. Stellac, dans des vidéos, utilise son propre corps pour des performances comme ici, Body Suspension, en 2012 à Melbourne. Il suspend son propre corps dans l'espace avec des crochets traversant sa propre chair. Cette pratique violente s'inspire d'une pratique ancestrale de la tribu des Amérindiens des Mandas, utilisée dans le rite de passage pour devenir guerrier. Nous venons de voir la richesse de l'imaginaire humain. Au cours des temps, la boucle est bouclée, depuis la crucifixion de 1512 de Grunewald jusqu'à la suspension de 2012 de Stella. Et vous ne m'ôterez pas de l'esprit que les dernières œuvres contemporaines relèvent plus de la pathologie que de l'art. Merci beaucoup. En fait, le choix de ces tableaux, est-ce qu'on sait par qui il a été fait? Est-ce que c'est par les deux protagonistes ou l'un plutôt que l'autre?
On ne sait pas, d'accord. Et dans leurs interventions, en fait, est-ce que la spécialiste de l'art reste dans sa spécialité et elle donne des informations sur l'histoire du tableau et le philosophe commente philosophiquement, ou alors est-ce que c'est plus mélangé C'est mélangé. Il y a même des interprétations un petit peu particulières. Elle évoque, sans montrer la reproduction, l'araignée de Louise Bourgeois. C'est très curieux. Pour elle, l'araignée de Louise Bourgeois, ce n'est pas la frayeur, c'est la protection maternelle. Dans les expositions qu'il y a eu de Louise Bourgeois, cette araignée a été présentée en étant plutôt protection maternelle. Non, c'est un choix tout à fait aléatoire, donc ils ont fait, quoi. Oui, c'est plutôt des grands classiques de l'histoire de l'art. Oui. Ouais. Je crois que l'ouvrage est utilisé pour la culture générale, pour la préparation des concours. Moi, la question qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de représentations du mal, de la violence dans l'actualité, avec le cinéma, avec les reportages. Et donc, il faut chercher la violence dans l'art ailleurs. Enfin, les dernières images que tu nous as montrées, c'est... Oui, mais c'est un peu du pathologique, parce qu'il y a Michel Journiac qui se mettait en Christ, qui se crucifiait. Ça relève là, si tu veux, de la pathologie. Là, il faut payer de sa personne. Ouais. Il y a eu des expositions avec des écorchés, avec des choses comme ça. Oui, il y a aussi ça. Du point de vue déontologique, je suis médecin, je me pose la question du chirurgien qui a accepté de mettre les implants à Orlan. Avait-il le droit? Tout geste chirurgical, il y a un risque, même sous l'anesthésie locale, de mettre un implant. Oui, c'est pas très déontologique. Est-ce qu'il y a... Oui. Est-ce qu'il y a de la violence dans les corps défigurés, les corps tordus de Bacon, Francis Bacon? Est-ce qu'il figure dans le livre? À mon avis, oui. Elle ne l'a pas... Moi, je l'aurais pris, j'aurais mis un tableau de Bacon éventuellement, mais il n'est pas signalé. Oui, mais c'est un livre qui donne de l'ouverture pour interpréter plein d'œuvres, finalement. Et là, elle a pris des tableaux quand même un petit peu anciens, très classiques. Elle aurait pu piocher, à mon sens, dans l'art contemporain. Tableau avec les vêtements Alors, le tableau avec les vêtements, il n'est pas reproduit en photo, c'est moi qui suis allé chercher, mais elle le décrit. Il est de qui? Le tableau avec les vêtements, c'est Christian Boltanski, qui a fait une performance extraordinaire au Grand Palais. Effectivement, il y avait une performance, parce il faisait un froid glacial, il y avait une sonorisation de bruit de cœur en permanence, et il y avait cette grue avec ce bruit. À l'auteur qu'on aurait pu prendre, c'est Kiefer. On aurait pu le signaler aussi. Mais vous pouvez, dans votre univers, vous allez retrouver des tableaux de violence